Merci. Merci, Madame la ministre. Je cède maintenant la parole à Madame la députée de Mont-Royal-Outremont pour 13 minutes. Merci. Je pense que c'est important qu'on revienne sur les impacts du décret et des quotas de CAC, des certificats d'acceptation du Québec par établissement. J'entendais l'échange avec mon collègue et moi, c'est le même écho que je reçois du terrain. On parle d'un grave manque de prévisibilité pour les établissements. Effectivement, l'étudiant étranger, il ne peut pas faire sa demande de CAC qu'une fois qu'il y a une lettre d'admission en main. Et ensuite, le CAC est délivré par le MIFI. Mais l'établissement, quand il fait une offre d'admission, il ignore si l'étudiant va y donner suite. Donc, la question se pose, à combien d'offres d'admission doivent-ils s'arrêter pour respecter le plafond qui leur est imposé? C'est le même nombre de CAQ que nous avons, que les établissements ont eu l'année dernière. Encore une fois, le nombre de CAQ. Donc, le nombre de CAQ qui a été attribué par le MIFI en 24-25, bien, c'est le nombre de CAQ qu'on leur attribue en 25-26 pour la prochaine année, le temps de la planification pluriannuelle où les établissements pourront justement venir faire leur consultation puis plaider cette cause-là. Mais c'est le même nombre de CAQ. Le même nombre de CAQ qu'on a déployé l'année dernière, on va déployer le même nombre cette année. Donc, on vient stabiliser le nombre d'effectifs. Vous allez attendre à l'automne, alors que je pense que les universités puis les cégeps veulent être fixés. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est que la préparation pour l'automne 2026, bien, c'est maintenant, là. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Eux, ils sont très inquiets de ce report. Qu'est-ce que vous leur répondez? Le décret est en vigueur 1 an. Donc, il est en vigueur jusqu'en février prochain. Le temps de la planification pluriannuelle, on l'a dit, mon collègue l'a dit publiquement il y a quelques jours, on retarde la planif parce qu'il y a une élection fédérale. On doit connaître un peu le plan de match du nouveau gouvernement à Ottawa pour être capable aussi de fixer nos cibles et d'avoir des consultations qui se font dans un contexte qui est réel, c'est-à-dire ça nous prend quand même les données, si vous voulez, d'Ottawa pour pouvoir justement, nous ajuster. Mais le décret est valide, encore une fois, jusqu'en février 2026, le décret qu'on a émis il y a quelques semaines déjà. Quand vous parlez justement de février à février, il y a comme un décalage aussi avec l'impact sur le terrain. Eux, ils sont même insatisfaits de cette période de temps. Comme ça ne correspond pas à la réalité, à la façon dont le recrutement se fait sur le terrain. Vous leur répondez quoi? Écoutez, on répond ce qu'on répond aux établissements. Les établissements savent très, très bien que le projet de loi 74 avait pour but de mieux encadrer les étudiants étrangers chez nous au Québec, sur le territoire québécois. Donc, ils sont très conscients que ce projet de loi, puis ça fait plusieurs mois, là, depuis l'été dernier, qu'on savait très bien qu'on allait avoir un projet de loi. Ils savaient très bien, on a partagé tous les scénarios, on est allé de l'avant. Ils savent très bien qu'on va diminuer le nombre d'étudiants étrangers sur le territoire québécois parce qu'il y a eu plusieurs abus. Je pense qu'il faut reconnaître que c'est compliqué en ce moment. Moi, je ne veux pas avoir des universités ou des établissements d'enseignement supérieur qui nous demandent d'absorber les pertes et les défauts de paiement de certains étudiants étrangers. C'est ce qu'on a encore. Il y a quelques jours à peine, il y a encore eu certaines universités en région qui ont des enjeux avec la sélection d'étudiants étrangers. Fait que pour moi, de venir stabiliser, il y a eu une augmentation substantielle. On vient la stabiliser pour mieux contrôler, entre guillemets, ou du moins évaluer le nombre d'étudiants étrangers sur le territoire. Madame la ministre. Poursuivez, Madame la députée. Vous avez pris l'année 2024 comme référence pour l'imposition des quotas pour 2025-2026. Ce que les établissements disent, c'est que ça n'a pas été leur meilleure année. Vous leur répondez quoi? Bien, on vient stabiliser. C'est sûr qu'en 2023, la croissance était beaucoup plus importante, mais on vous dit qu'on veut venir stabiliser les effectifs. Fait que je ne vais pas prendre une année de référence où on ne vient pas stabiliser le nombre d'effectifs. Donc, l'année référence qu'on a prise, c'est l'année 24-25 et on va, pendant 1 an, appliquer ce décret-là pour être capable d'avoir une stabilisation des effectifs en termes d'étudiants étrangers. Est-ce que vous semblez, vous, avoir une vision? Vous dites que ça fait des mois que ça se discute, mais sur le terrain, ce n'est pas bien reçu. Ils sont inquiets, c'est un manque de prévisibilité. Alors, expliquez-leur quel est votre objectif. Vous en voulez combien d'étudiants internationaux? Puis comment est-ce que vous avez évalué la capacité d'accueil? C'est quoi votre chiffre? Bien, le chiffre, c'est ce que je vous dis. On est venu plafonner à 2024. Il y a un nombre de CAQ qu'on a établi, puis il est là, le plafond. Tout le monde le sait, le décret, il est là.
Donc, le plafond a été établi avec une base de référence à 2024. Donc, le nombre de CAQ pour chacun des établissements utilise la base de référence 2024. Et donc, pendant 1 an, ce sera les quotas qui seront admis au Québec. Et lors de la planification, bien là, on va être capable de planifier pour les 3 prochaines années. C'est la première fois qu'on fait ça, qu'on va inclure le nombre d'étudiants étrangers dans la planification pluriannuelle. Le nombre de CAQ a été fixé à 125 000 environ pour 2025. Mais est-ce que vous êtes en mesure de dire à combien va se chiffrer la baisse réelle du nombre d'étudiants? Êtes-vous capable de dire ça, vous? Mais on ne peut pas la chiffrer tout de suite parce qu'il y a les demandes d'admission. Madame la députée, vous comprendrez comment ça fonctionne en enseignement supérieur. Il y a des demandes d'admission qui se font en mars. Jusqu'à maintenant, il y a une baisse. Il y a une baisse de demande d'admission. J'en suis très, très consciente qu'il y a déjà une baisse de demande d'admission, non seulement en raison du projet de loi 74, mais aussi en raison des mesures d'Ottawa. Aussi, le fédéral a mis des quotas et des plafonds qui ont aussi une incidence partout au pays en ce moment, partout au pays, pas juste au Québec. Merci, Madame la ministre. On a une baisse de demande d'admission. Poursuivez, Madame la députée. Oui, vous avez parlé de situation d'abus tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, puis moi c'est ce que je lis puis j'entends, que finalement vous avez pénalisé l'ensemble du réseau pour quelques situations d'abus? Qu'est-ce que vous répondez aux universités qui disent « Laissez-nous gérer le recrutement à l'international, on n'a rien fait de mal, on en a besoin, c'est une richesse, on peut compléter nos programmes, etc. » Adressez-vous à eux, puis expliquez-leur que vos mesures, en tout cas, vos mesures ont vraiment simplement corrigé les abus ou pourquoi vous touchez l'ensemble du réseau? Puis ça a toujours été notre intention de toucher l'ensemble du réseau. On va spécifiquement aussi s'assurer qu'il n'y ait plus d'abus parce que, justement, en ayant un meilleur contrôle ou une meilleure idée de la mobilité de la communauté étrangère ici sur le territoire québécois, ça va nous permettre d'éliminer certains abus qu'il y a. Mais ceci dit, le projet de loi 74 a toujours eu l'intention, justement, de plafonner le nombre d'étudiants étrangers. Il y a eu une hausse substantielle. Ça a créé une pression énorme sur les services publics. Parlez-en à mes collègues. En santé, en éducation, c'est factuel. Parlez-en à mes collègues à la solidarité sociale également. Chez nous, en termes de logement, en début de mandat, on me disait, Madame Derry, il y a des enjeux avec le logement. Le nombre d'étudiants étrangers crée une pression énorme sur le logement. Donc, on est venu répondre à l'enjeu de logement. On cherche à stabiliser, à trouver un équilibre. Merci, Madame la ministre. Merci. Vous parlez de pression sur les services publics, sur le logement, etc. Vous devez avoir des données à l'appui, parce qu'il n'y a pas si longtemps, votre plan stratégique parlait, c'est le plan stratégique de 2023, 2027 ou 2028, parlait de la nécessité de l'internationalisation de l'enseignement supérieur. Alors, là, vous avez des données concrètes qui démontrent que ce sont les étudiants internationaux aussi qui ajoutent cette pression sur les services publics et le logement étudiant? Il y a 2 questions. Il y a 2 choses à votre question. Vous me dites la pression sur les services publics. Oui, il y en a une. Mes collègues ont des données. Parlez-en à mon collègue à l'éducation qui a dû créer une 50aine d'écoles, pas de classes, là. On parle d'écoles, une 50aine d'écoles qui ont été créées, qui créent une pression sur les services publics. Bien, évidemment, on parle de familles de l'étranger qui arrivent ici, qui créent une pression. Moi, dans les établissements d'enseignement supérieur en région, on a une croissance vraiment substantielle du nombre d'étudiants étrangers. On nous disait, les recteurs nous le disaient, on a une pression assez forte. Maintenant qu'on va stabiliser le nombre d'effectifs, bien, on va être capable de loger tout le monde. J'ai jamais dit que la porte n'était pas ouverte aux étudiants étrangers. Bien au contraire, il y en a encore qui viennent, puis qui vont continuer à venir. Puis on sera toujours aussi accueillant. Mais Merci, à un moment donné, il Madame faut la respecter ministre. aussi la capacité d'accueil. Poursuivez, Madame la députée. Le recteur de l'Université Bishops est dans l'incompréhension. Il prétend que la décision de votre gouvernement de limiter la délivrance des certificats d'acceptation empêche aussi les universités de prédire, comme on le disait, le nombre d'inscriptions. Il a dit publiquement, et je le cite, « Le gouvernement rend les conditions encore plus difficiles pour attirer le talent ici au Québec pour assurer notre compétitivité future. » On est un peu stupéfait, honnêtement. C'est une politique qui est extrêmement difficile à comprendre. Puis il y en a plusieurs qui abondent dans le même sens. Vous leur répondez quoi? Je leur réponds que ça a toujours été dans l'intention du gouvernement de réduire le nombre de l'immigration temporaire. Les étudiants étrangers font partie de cette immigration temporaire. Donc, on vient stabiliser les effectifs. Il n'y a pas de réduction. On stabilise les effectifs. Maintenant, s'il y a une baisse de demande d'admission, il y en a une à travers le Canada au complet, pas juste au Québec, pour plusieurs raisons. Le contexte actuel, les mesures qu'on a mis de l'avant, les mesures que le fédéral a mis de l'avant,
Mais l'intention du projet de loi, c'est de dire qu'il y a une croissance exponentielle. Oui, dans le plan stratégique, pour revenir à votre question de tantôt, oui, dans le plan stratégique, c'était l'intention de faire du rattrapage parce qu'il y avait plusieurs universités en région qui avaient besoin de cette main-d'œuvre-là, qui avaient besoin de ce rattrapage, mais le rattrapage a été fait. Merci, et ça Madame la ministre. a donné lieu Merci. aussi à certains... Merci. Merci. Poursuivez, Madame la... Oui, donc, pourquoi les collèges privés, qui sont pourtant au cœur de controverses, obtiennent des quotas de demande de CAC comparables, voire supérieurs à ceux de nos grandes universités? On peut prendre, par exemple, McGill, qui demande, en fait, comment est-ce que vous justifiez qu'à la suite de l'annonce des quotas, qu'il y a un collège privé, Collège supérieur de Montréal, tous les chiffres sont publics, ait toujours le droit d'avoir autant de CAC, presque 9 000, alors que les universités, si on prend juste McGill, par exemple, en a la moitié. McGill, cette université qui fait notre fierté, elles font toute notre fierté, mais qui est renommée à l'international. Comment vous expliquez ces chiffres? Entre le privé puis nos universités. Oui, absolument. Bien, regardez, je pense qu'on mélange des pommes et des oranges. Là. On ne peut pas mélanger les collèges privés et les établissements d'enseignement supérieur parce que, en fait, les universités, ils n'ont pas le même taux de conversion encore. McGill a le meilleur taux de conversion. Si McGill a 500 demandes d'admission, ils vont probablement en admettre les 500. Ils ont des demandes d'admission qui dépassent, évidemment, le nombre de ce qu'ils peuvent accueillir. Donc, le taux de conversion pour McGill est excellent. Pour les collèges privés, on se base sur une photo, encore une fois. Les collèges privés ont beaucoup plus d'AEC que ce qu'il y en a ailleurs dans les établissements collégiaux. Donc, on a ciblé les AEC. Eux vont avoir des baisses quand même assez drastiques. Les collèges privés non subventionnés, parce qu'ils ont beaucoup plus d'AEC, parce qu'ils accueillent beaucoup plus d'étudiants étrangers, justement dans ces programmes courts-là, qui donnent souvent des demandeurs d'asile, des demandes de permis rapides, des demandes de résidence permanente. C'est là-dessus qu'on agit, mais on ne peut pas comparer le nombre de CAQ d'un collège privé puis d'un établissement comme McGill. La comparaison ne se fait pas. Les taux de conversion ne sont pas les mêmes, encore une fois, là. Madame la députée, il vous reste 1 minute. Oui, vous l'avez bien dit, qu'il ne faut pas mélanger des pommes et des oranges, puis qu'il ne faut pas parler dans la même phrase de collèges privés et d'institutions comme l'Université McGill et les autres universités. Mais avec tout respect, permettez-moi de souligner que l'effet de vos mesures, du projet de loi 74 et du décret, fait exactement ça. On met dans le même panier les bons joueurs et les moins bons joueurs. Puis à la fin de la journée, on se pénalise tous et c'est l'écosystème d'excellence qui fait notre fierté, qui est brimé, qui est lésé. Puis à la fin, c'est notre économie qui va en souffrir, la recherche et développement, puis l'innovation. Et je trouve ça extrêmement, extrêmement déplorable de voir des recteurs d'université, des directeurs de cégep venir dire « Cessez de vous ingérer dans ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait, on le fait bien. Cessez de nous nuire. » Parler de s'ingérer, ils ont un plafond de CAQ, puis ils peuvent le distribuer de la manière dont ils veulent. Il n'a jamais été question de dire on va vous demander tant de CAQ au premier cycle, tant de CAQ au deuxième cycle ou au troisième cycle. Je peux continuer? Oui, désolée, c'est tout le temps qu'on a. OK, parfait. Désolée. Alors, merci pour ces échanges.